Bienvenue au sein des grandes conférences liégeoises. Nous avons le grand plaisir de recevoir un auteur français que vous connaissez sans doute, Sylvain Tesson, fait sur les chemins du merveilleux. C'est le titre de sa conférence. Alors Sylvain Tesson, il est connu notamment pour La Panthère des Neiges, mais surtout pour ses explorations à travers le monde. Il a fait la route de la soie et il est connu donc pour ses réflexions sur le sens de la vie, sur la solitude. Nous avons le grand plaisir de le recevoir. Ce sera une conférence en dialogue et je vous souhaite une très belle découverte avec cet auteur. Sylvain, merci d'être là. Quand on doit vous décrire, on dit, tu sais, c'est l'écrivain qui voyage et puis qui écrit. Et on se dit, mais quelle belle vie ça doit être de voyager et ensuite d'écrire. Ça dure depuis presque 30 ans maintenant, le voyage et l'écriture, ce lien-là. Chez vous, on a roulé sur la terre, la marche dans le ciel, la chevauchée des steppes, l'axe du loup, livre important pour moi, dans les forêts de Sibérie, Bérésina, avec la retraite sur les chemins noirs après un accident, La Panthère des Neiges, qui avait été un immense succès, L'énergie vagabonde, Blanc, avec les Fées. Avec les Fées qui vient de paraître, et c'est un livre dans lequel vous voyagez, mais vous ne marchez pas, vous n'êtes pas en sidecar, vous n'êtes pas en vélo, encore que de temps en temps, oui. Ici, on va parler de navigation. Sur les côtes, allant, disons, de la Galice à la Bretagne, et ensuite, évidemment, les côtes écossaises, irlandaises, à la recherche de l'esprit celte, est-ce que ça veut dire quelque chose? Mais surtout, des fées. Quel âge avez-vous, Sylvain Tesson? 52, mais enfin, vous commencez quand même par des questions qui ne me mettent pas tellement en valeur. Vous parlez d'un entretien amical. Je pose ça parce que je trouve ça très beau, évidemment, la cinquantaine entamée, de se dire « je vais aller sur les chemins à la recherche des fées ». Oui, enfin, vous trouvez que j'aurais dû me dire « il me reste encore quelques belles semaines ». Mettons-nous vite au domino. Pas du tout, justement, parce que, et vous le dites dans le livre, et je vais présenter ce livre, et vous allez surtout le faire, c'est que les fées, le merveilleux, habitent notre enfance, et puis on se prend quand même le monde de face, quand on nous oblige à entrer dans l'âge adulte, et peut-être qu'à un moment de notre vie, on se dit qu'il faudrait retrouver ces formes enchanteresses de notre enfance. Est-ce que aller chercher les fées, c'est un petit peu aller rechercher l'enfant que nous avons été? Merci Jérôme de poser cette question-là. Je la préfère que la question de l'âge d'état civil. Parce que finalement, le fait que vous ayez posé les deux questions l'une après l'autre, c'est-à-dire quel est votre âge et avez-vous encore en vous un peu de l'esprit d'enfance, prouve que l'âge de l'état civil n'est pas corrélé à l'âge de son imaginaire. Alors je vais répondre à votre question sur l'esprit d'enfance, qui d'abord pour moi est la question cruciale en fait, la question essentielle. Auparavant, je voudrais dire que je suis très content qu'on fasse cette discussion. Parce que c'est la première fois que je ne vous vois pas en mouvement vous-même. La dernière fois, vous m'avez interrogé dans votre taxi. Et alors, je me suis dit, il est quand même bizarre, Jérôme, parce que ça fait tout de même des dizaines d'années que j'essaye de ne jamais monter dans une automobile, de préférer le cheval, la marche à pied, la bicyclette ou le patin à roulettes. Et voilà qu'il va m'obliger à faire des tours d'automobile dans la ville. Bon, pour vous, je l'ai accepté. Alors merci. L'esprit d'enfance, vous avez raison d'avoir l'intuition que c'est le grand moteur du voyage et de l'aventure. Car après tout, vient un moment dans une vie où on décide de trahir ses serments d'enfant ou bien de leur être fidèle. Parfois, on ne le décide pas toujours. Parfois, la vie vous y oblige à être le traître de vos serments d'enfant. Qu'est-ce que c'est que le serment de l'enfant? C'est un serment qui conduit à jurer de faire toujours allégeance aux forces de l'imaginaire et du rêve.
l'enfant veut devenir, toujours d'ailleurs, enfin, interroger les petits-enfants qui sont dans votre entourage, de neveux, de famille, de cousins, peut-être les enfants que vous avez. Il est très rare que l'enfant veuille vous dise à 8 ans qu'il rêve de faire l'école nationale de la magistrature. En général, l'enfant a d'autres aspirations qui vont toujours vers l'exploration. Enfin, pas toujours, mais souvent. Alors moi, j'ai essayé d'être fidèle à mes serments d'enfant. Et c'est vrai que je me suis inventé une vie dont les motifs, le blason, si on parle d'héraldique de la vie, dont le blason était constitué des motifs de la motocyclette, de l'équitation, du voyage d'exploration, de la nuit dans les bois, de la vie même dans les forêts, de l'escalade des montagnes, de la marche à pied, de la navigation. Alors bien entendu, il y a là beaucoup de cette tentative d'être fidèle à son serment d'enfant. Et puis, lorsque j'ai voulu faire ce voyage des fées à la poursuite des fées, c'était, si je puis dire, la cerise que je mettais sur le gâteau de cette fidélité à l'esprit de l'enfant, puisque la fée, c'est un mot suffisamment vague pour qu'on puisse l'affubler de toutes les représentations possibles. Et dans mon esprit, la fée représentait l'esprit du merveilleux, le refus de voir la machine et le chiffre, la statistique et la technique gouverner nos vies et essayer d'en reprendre le contrôle, mais de reprendre le contrôle de la vie de l'enfant, c'est-à-dire reprendre la course uniquement mue par un principe de liberté. Les machines et les chiffres, hein, justement, hein, quand vous partez une fois de plus faire ce cordon littoral de la Galice espagnole aux îles écossaises, vous écrivez « Quittez une fois de plus ce monde de machines et de banquiers ». Plus tard, vous écrirez « Le vacarme des hommes, la bêtise des chiffres ». À quoi ça sert de partir, Sylvain Tesson? Un, si on doit partir avec soi-même, qui est quand même une des choses qui nous pèse le plus, et deux, quand on sait qu'on va devoir revenir et que le monde sera exactement tel qu'il était. Non, mais précisément, partir, c'est précisément pour ne pas partir avec soi-même. Le principal motif du départ, c'est de s'arracher à soi-même. C'est-à-dire de tenter de ne pas être forcé à la conversation perpétuelle avec soi-même, à l'obligation toujours de répondre à son intérêt propre. C'est ça le voyage. En fait, c'est ce qui vous met toujours dans une position où vous êtes en permanence obligé de vous arracher à la prison de vous-même. Et alors en plus, quand vous associez à votre voyage un perpétuel exercice en plus d'aller chercher l'aventure là où elle se trouve, c'est-à-dire dans l'imprévu, dans le mouvement, dans l'acceptation de risques plus ou moins importants, mais en plus, quand vous assortissez ces composantes naturelles de l'aventure, quand vous leur adjoignez l'exercice de toujours essayer de faire correspondre ce que vous vivez aux lectures, aux références littéraires et poétiques que vous avez emportées dans vos bagages ou que vous avez mémorisées, bien c'est vraiment exactement le contraire de partir avec soi-même. C'est tout ce qui vous arrache à vous-même en permanence. C'est par le voyage que vous comprenez, premièrement, que vous n'êtes pas au centre des choses, que deuxièmement, donc, que vous n'êtes pas le pivot de la géographie du monde, que deuxièmement, vous n'êtes pas l'année zéro de l'existence des hommes, que le monde n'a pas commencé au moment de votre naissance, et troisièmement, que votre système de référence comporte un spectre qui s'élargit à l'humanité. Et par exemple, je vous prends un seul exemple pour être un peu plus concret, et essayer de vous apporter à vos questions très précises des réponses un peu moins vaseuses. Par exemple, moi j'ai vécu un accident qui m'a délabré physiquement. Et j'ai trouvé un secours, alors évidemment un secours immense dans la médecine et la pharmacopée, certes, mais j'ai trouvé un secours immense dans
la littérature et le souvenir de mes voyages pour la raison que je vous dis. C'est-à-dire que c'était parce que je me souvenais de la souffrance de héros de la littérature que j'avais pu lire. Je me souvenais notamment, par exemple, des souffrances des survivants de la retraite de Russie pendant l'immense marche de Moscou à Paris, accomplie par les grognards de l'armée napoléonienne au cours de l'hiver 1812. Donc, premièrement, je me désorbitais, je me décentrais de ma référence en me souvenant d'une histoire qui était arrivée avant mon existence. Deuxièmement, je me souvenais de mes voyages. Et je me souvenais d'avoir vu la manifestation et l'expression de la souffrance dans beaucoup d'endroits du monde. Notamment la quinzaine de fois où je suis allé en Afghanistan et où j'ai pu voir l'expression de la vilainie humaine dans son accomplissement le plus remarquable. Alors là, sur le podium des Olympiades de la saloperie humaine, je dois dire que un certain nombre de pays que j'ai pu traverser m'ont permis de me bâtir un système de référence, cette fois pas historique, mais géographique. Et puis, troisièmement, la certitude qu'il y avait d'autres êtres vivants que moi-même. Alors là, pour le coup, on s'arrache à soi-même quand on pense aux autres. La vraie expérience de l'altérité, c'est quand on pense aux bêtes. Parce que moi, les personnages qui se piquent d'altruisme et d'amour, de l'altérité en ne s'adressant qu'à leurs semblables, c'est-à-dire à leurs reflets, je prends souvent avec des pincettes leur manifestation et leur autoproclamation de générosité. Eh bien, le souvenir que j'avais d'avoir vu la souffrance des bêtes et les lectures que j'avais pu faire de cet extraordinaire cri de douleur de la vie non humaine sur la surface de la Terre me permettait également de relativiser ma souffrance. Donc, si je me résume, par la référence aux grognards de l'Empire, référence historique, aux autres qui souffrent sur la Terre, référence géographique, et aux autres êtres vivants non humains qui connaissent ces souffrances, référence animale, eh bien, à ce moment-là, ça m'a permis énormément, autant que les remèdes et les médicaments de la pharmacopée occidentale, de triompher de mes propres souffrances. C'est ça que j'appelle s'arracher à soi-même. Et pour ça, seuls les livres et la littérature vous permettent cet exercice. Parce qu'effectivement, un voyage, Sylvain Tesson, et c'est le cas dans pratiquement chaque livre, se fait avec des livres, de la poésie, des romans, des livres d'histoire. Ici, c'est une fois de plus le cas. Et évidemment, on parlera de ce bagage littéraire avec lequel vous partez en voyage. Mais revenir dans le monde tel qu'il est, est-ce que c'est quelque chose qui compte dans le voyage ? Oui, mais je sens que d'ailleurs, je n'ai pas vraiment répondu à votre question parce que vous la reposez. Parce que c'était juste une deuxième partie. Non, mais ça, c'est le caractère très opiniâtre de Jérôme qui ne lâche jamais son interlocuteur et qui ne le fait pas descendre du taxi tant qu'on n'a pas répondu et qui prétend que la course n'est pas terminée tant qu'on n'a pas donné la véritable réponse à sa question. Alors, je vais vous répondre quand même. Je vais finir par vous répondre. Oui, c'est vrai que quand on rentre de ces voyages, qui sont des voyages d'ailleurs qu'on peut me reprocher parce que ce sont des voyages de l'imagination, de la représentation, de la construction du rêve, des voyages romantiques. C'est vrai que je préfère aller vers un monde qui n'existe pas, un monde que je me représente. Je préfère aller essayer de chercher à donner dans les pays et par les voyages que je fais la confirmation que mon rêve existe encore. C'est vrai que je pars dans des endroits où les signes contemporains sont plutôt absents. Ce ne sont pas des voyages de sociologue que je fais, c'est plutôt des voyages de romantiques. Alors, c'est évident qu'une fois que j'ai accompli ces voyages qui ont une part de romanesque et qui ont une grande valeur imaginative, quand je reviens de ces navigations enchantées et que je reviens dans la ville, c'est-à-dire dans
finalement l'ordinaire de la vie des grandes villes occidentales. C'est ça la question que vous posez, j'ai l'impression. Bien entendu qu'il y a une immense déception, une sorte de descente, une décompensation, comme dirait le morphinomane. Il est évident que la morphine de l'imagination et de l'enchantement, surtout quand on part pour essayer de trouver les manifestations de la féerie dans le paysage, il est évident que tout ça se dissout. Comme quand comme quand on sort de la séance d'hypnose. Bien entendu, la vie arrive, ordinaire, lassante, avec toute sa part parfois de vilainie, d'horreur. Enfin, c'est le retour à nos vies à la fois hâtives et normales, bien entendu. Mais, à nouveau, un correctif, un antidote, un remède, une échappatoire. La littérature et l'écriture. C'est parce que mes retours sont uniquement destinés à la restitution de mon voyage par un récit que mes retours ne me sont pas douloureux. Mes retours ne sont finalement que des escales où je descends d'un train pour monter dans un autre, où je repose mon sac pour le refaire aussitôt. Et dans l'intervalle, j'écris un livre qui est une forme de continuation du voyage sur le plan de l'écriture. Je vous lis, Sylvain Tesson, « Tout a changé dans ce monde, sauf le roulement de la mer, la grandeur du ciel et la chaleur de la lumière sur la peau. L'une des joies de la vie est de capter ces phénomènes éternels. » Et on va réaliser, quand on va lire avec les faits de page en page, que la fée que vous allez chercher peut se nommer de plein de manières, l'émerveillement, la beauté, etc. Et d'ailleurs, vous allez passer par le mouvement, la présence, et la chose que vous allez trouver à la fin est toute bête et toute évidente, mais on terminera évidemment avec ça. On a l'impression que ce qu'on cherche, c'est l'immuable. C'est ce qui n'a pas bougé et ne bougera pas, à savoir le roulement de la mer, l'étendue du ciel, les mégalithes, ces choses immuables sur lesquelles le monde a réellement, en fait, a une prise, parce que la pollution et le réchauffement climatique ont des prises sur ces choses, mais a priori, elles semblent intactes. Est-ce que c'est ça que vous allez chercher ? Oui, mais moi j'aime beaucoup ce que vous évoquez là et ce que vous révélez de la recherche de l'homme dans l'aventure de sa vie. Que cherche-t-il ? Moi je crois que on pourrait presque dissocier l'humanité en deux catégories. Il y a les hommes qui sont des grands amoureux du changement perpétuel, qui sont excités par ce qu'on pourrait appeler l'innovation, qui se satisfont beaucoup, qui vont même chercher la perpétuelle métamorphose des choses. Et puis il y a ceux qui sont davantage rassurés par les formes fixes, ce qui demeure, ce qui tient, ce qui fait référence au passé. Je crois que ça distingue beaucoup les êtres, les esprits, les âmes, les orientations, les penchants, les inclinations de l'être. Je crois que si chacun, en son fort intérieur, on essaye de réfléchir à quelle catégorie on appartient, on s'aperçoit qu'on penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. C'est de la philosophie de comptoir que je fais, mais parfois c'est agréable un comptoir. Et puis, il ne faut pas cracher sur les comptoirs. Et je crois profondément que cette idée qu'il peut y avoir une sorte de répartition de l'humanité en deux catégories, ceux qui appartiennent, si on veut dire les choses de manière un peu cuistre. Je sais qu'il y a le recteur de l'université qui est là, donc faisons un peu comme si on avait été à l'université, vous et moi. Il y a ceux qui appartiennent davantage à la pensée héraclitéenne, qui était, souvenez-vous, ce grec présocratique d'Éphèse, je crois, et qui avait fondé toute une philosophie extrêmement fragmentaire, puisqu'on ne connaît que quelques phrases de lui, fondée autour de l'idée que tout était immuable, que tout était impermanent, qu'il n'y avait aucune permanence sinon celle de l'impermanence, qu'on ne se baignait jamais deux fois dans le même fleuve. Cette expression est de lui. Eh bien, je crois que les hommes qui aiment voir pétiller sans cesse la promesse d'une nouveauté penchent vers Héraclite. Et puis de l'autre côté, il y a Parménide
C'est l'école grecque de la fixation des choses, de l'immuabilité, ce que vous avez appelé l'immuabilité des choses, de l'immense enracinement des idées et des êtres dans une continuation des invariants qui ont été un jour dessinés à l'aube de l'humanité et qui ne se sont jamais transformés. Alors voilà les deux catégories. Alors, moi je dois vous avouer que comme d'habitude, mon problème c'est que je suis un peu à la crête des choses comme un funambule maladroit qui verse toujours de l'une à l'autre. Et je dois dire que j'ai en moi un grand désordre intérieur qui me fait avoir l'envie de butiner à toutes les fleurs, de prendre toutes les pistes, de croire qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, mais comme ce penchant pour le renouvellement perpétuel des choses finit par me fatiguer, j'essaye de le corriger par un amour pour ce qui demeure. Voilà pourquoi, dans le paradoxe de ma vie, qui est une vie quand même d'agitation, la vie du voyageur, c'est quand même une vie qui est dévolue, qui est consacrée à la tentative de ne jamais vivre deux fois la même chose et d'aller toujours picorer ici et là, moissonner et cueillir dans l'herbier du monde les fleurs de la nouveauté. Eh bien voilà pourquoi dans ma vie de voyageur, j'essaie toujours de m'intéresser, de m'arrêter, de rendre des grâces et parfois d'expérimenter les expériences de la fixation des choses, dans l'alpinisme, dans la littérature, dans mon amour pour les falaises, pour les formes de la géologie tout à fait millénaire, voire multimillionnaire d'ailleurs, parce qu'on parle de millions d'années. Le fixe, ce qui demeure, me rassure beaucoup et corrige un peu mon penchant agité. Voilà ce que je voulais dire. Et j'ajoute une chose, c'est que je crois quand même profondément, en avançant en âge, puisque vous avez eu l'amabilité, la fausse amabilité de me demander quel âge j'avais, je crois tout de même que je m'aperçois au fur et à mesure de mes lectures que l'homme n'a strictement pas changé et que c'est une énorme imposture de croire que, comment dit-on cette expression tellement aberrante, le monde ne sera plus jamais comme avant, ou alors pour un nouveau monde, ou alors le changement c'est maintenant. Enfin, cette idée aberrante que par la seule vertu de sa présence sur Terre et de la proposition de son programme de société, on va réussir à inverser le cours de la répétition des choses et des invariants humains. Eh bien moi, je dois dire que les coups de sonde dans la littérature, de l'Antiquité jusqu'à la littérature d'aujourd'hui, nous montrent le contraire. L'homme ne varie pas, absolument pas, dans son envie de survivre, de prospérer ou d'accumuler, et puis éventuellement de transmettre et de se prolonger un peu. L'homme veut se propager et veut se prolonger. Voilà les deux grands invariants. Excusez-moi, mais depuis les grottes de Lascaux, strictement rien n'a changé. Et bien donc, moi, le voyageur qui pourtant donne l'impression de n'être attiré que par la métamorphose et la fluctuation des choses, j'aime aussi de temps en temps me calmer en me souvenant et en me confirmant par l'exercice de la lecture que l'homme ne varie pas. Et je conclus en disant une chose, c'est que d'où le grand bonheur et même, vous allez avoir l'impression que là je donne des espèces de remèdes de yogistes. Alors, je ne suis pas très yogiste, mais je crois à la grande vertu psychophysiologique, c'est-à-dire une vertu qui est bénéfique à la fois pour notre esprit et notre corps, à la grande vertu des stations assises au pied des arbres, au pied des calvaires, au pied des murets de pierres sèches, au pied des falaises de calcaire chauffées par le soleil, le calcaire étant une pierre composée de la pâte de milliards d'animalcules qui sont morts et qui se sont déposés en se stratifiant et en se cimentant, comme si le calcaire était la couche du temps pétrifié, de la mémoire du monde qui s'était stratigraphié. Eh bien, je trouve qu'il y a un immense bénéfice psychophysiologique de temps en temps à s'asseoir adossé à ces formes de la fixation des choses. Ça repose un peu le petit hamster qui est en soi et qui court dans sa roue.
J'ai trouvé la réponse meilleure que la question. Vous posez d'ailleurs, en parlant de questions, Sylvain Tesson, une excellente question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Je vous lis, c'est page 32, et ça va parler à tout le monde parce que la grande question de partir ou rester se pose constamment dans nos vies. Elle se pose évidemment dans la famille. Dois-je partir? Dois-je rester? Elle se pose dans l'entreprise. Dois-je partir? Dois-je rester? Elle se pose dans absolument tous les aspects de notre vie. Je pensais au Knulp d'Hermanès, le vagabond qui avait mené des jours insouciants sur les routes poudrées, une existence avec les fées. À la fin, il mourait, le dos contre un arbre, dans la nuit. En bas, il voyait s'allumer les lumières du village et se disait à peu près « Ils sont heureux dans leur foyer, je vais mourir tout seul ». Et là vient votre question, Sylvain Tesson. De quel côté de la fenêtre faut-il mourir? Libre et seul dans la forêt, ou bien accablé d'ennui avec ses gentils enfants? Vous avez 1 heure. Oui. Non, mais à vrai dire, je pose la question sans donner la réponse. Donc, en 1 seconde, la réponse est donnée. C'est que je ne l'ai pas. Je n'ai pas la réponse à cette question puisque je la pose, d'ailleurs. Simplement, je peux la poser autrement. D'ailleurs, elle a été posée autrement et beaucoup mieux que moi. Et d'une certaine manière, je devrais, mais malheureusement, je ne la connais pas par cœur, mais on pourrait réciter la fable du loup et du chien de La Fontaine, que vous connaissez, le loup voyant le chien, enviant le chien parce qu'il a sa pâtée tous les soirs, mais s'apercevant que le cou du chien est pelé, et comprenant tout à coup que la pâtée du soir, c'est-à-dire le confort, c'est-à-dire le côté domestique de la fenêtre, enfin de la vitre, a un prix qui est le collier, et donc la cicatrice que le collier laisse au cou. Enfin, vous connaissez cette fable, et elle dit beaucoup mieux cette vieille histoire qui, en réalité, hante, du verbe hanter, hante l'homme depuis que l'homme a réussi à créer le feu en frottant le silex. L'arrêt ou le mouvement, l'aventure ou le foyer, la table de chevet ou la table d'orientation, Pénélope ou Calypso, Ithaque ou Circé. Enfin, on pourrait comme ça faire on pourrait y consacrer la soirée, une énumération de cette dialectique entre l'envie d'aventure et puis l'envie, à un moment, de se reposer, quoi. C'est-à-dire les invariants, la métamorphose, le changement permanent, ou bien au contraire la fixité des choses, quoi. Mais c'est une superbe question parce que elle écartèle chacun de nous, elle nous tiraille. Joseph Kessel, lorsqu'il rejoignait Vladivostok en traversant les États-Unis en train, il a raconté ce voyage dans un petit livre qui s'appelle Les Dames de Californie, disait la chose finalement d'une manière beaucoup plus lapidaire que moi, ce qui nous aurait permis de nous épargner 5 minutes d'élucubration vaseuse. J'aurais dû commencer par là. Kessel dit « Je n'ai jamais réussi à résoudre dans ma vie l'équation qui me tiraille entre l'arrêt et le mouvement. » Voilà, là aussi, interrogeons-nous. À qui avons-nous fait allégeance? À notre envie de mouvement ou à notre désir de confort et de sécurité? Je ne sais pas. Donc je me pose la question. Et Knulp, le héros post-romantique de Hermann Hesse, se la pose au moment de mourir, parce que c'est un homme, et que nous autres, les hommes, malheureusement, nous comprenons ce qu'il faut faire une fois qu'il est trop tard. On s'amuse bien avec vous. Bah oui. Ouais. Alors... Et en fait, la vérité, c'est que vous répondez un peu à cette question 2 pages plus tard, Sylvain Tesson. Vous expliquez que ces semaines de navigation, en fait, pour vous, ne sont pas que des semaines de navigation. Il y a la mer, et ensuite on accoste, et vous partez à vélo ou à pied, puis vous reprenez la mer, et puis vous retrouvez le monde, et puis vous retrouvez la mer, et puis vous retrouvez les sentiers. Et vous dites peut-être que le bonheur, il est là, à moitié là et à moitié ici. C'est un petit peu ça, votre réponse. Sauf que ici, dans la salle, tout le monde se dit « Bah oui, bien sûr, mais j'ai un emploi et des gosses. » Or, le moment où je pars et le moment où je reste ne sont absolument pas équilibrés dans ma propre vie. Est-ce que c'est une réflexion que nous devrions tous avoir ?
comment je me donne le droit de partir quand je dois partir et de revenir quand je dois revenir. Parce que nous sommes tous attachés à des choses, on a tous des laisses, quoi, que ce soit évidemment l'obligation d'avoir un salaire ou la construction sociale fort plaisante parfois d'être en couple. Oui, non mais attendez, la conversation d'un coup une tournure qui m'inquiète. J'ai loin de moi l'envie, d'abord, ni de me livrer à une séance de psychanalyse en public, ni celle de me prétendre, enfin, qui serais-je pour cela, une sorte d'indicateur des méthodes pour vivre. Ça, je ne sais pas du tout. Et puis finalement, libre à l'homme de s'enfermer et libre à l'homme de refermer sur ses poignets les menottes de son choix. Je ne sais pas. Moi, ce que la seule chose que je me permets d'avancer dans mon récit, c'est qu'il y a un mode opératoire pour le voyageur. Je ne parle que de cela, d'un mode opératoire qui est le mode opératoire consistant à osciller entre le bateau et la marche à pied sur la Terre. Alors évidemment, on peut y voir une symbolique de l'oscillation dans l'existence entre deux états contradictoires, l'arrêt et le mouvement. Et moi, je n'use de cette oscillation, de cet aller-retour entre deux mondes antipodiques, de ce changement de milieu. J'en use uniquement comme une méthode pour mon avancée sur la côte celtique. Enfin, si je suis plus concret, tous les 3 jours au cours de cette navigation, je demandais à mon capitaine, mon camarade Benoît Le Terron, je lui disais « Laisse-moi au menhir qui est ici, tu me reprendras au dolmen, 20 km plus au nord. » Et c'est ainsi que nous avons chacun effectué un voyage, une sinusoïde, lui par voie de mer, me débarquant et me rembarquant, et moi par voie de mer et de terre, oscillant entre le pont du bateau et la lande celtique. Vous avez raison, ce mode opératoire crée un bonheur. C'est une méthode du bonheur, parce que le grand problème que nous vivons, c'est le problème de l'insatisfaction. Malheureusement, l'être humain parfois a une espèce de réglage intérieur qui est mal fichu. C'est un problème d'ampérage. La grande difficulté de se satisfaire de ce qu'on possède déjà. Dans les confessions de Saint-Augustin, c'est même la définition que Saint-Augustin donne du bonheur. Le bonheur, c'est continuer à désirer ce que l'on possède déjà. C'est ça qui est difficile dans une vie humaine. Or, l'oscillation résout ce problème, puisqu'à chaque fois que, quand on est sur le pont du bateau, on sait que 2 jours plus tard, on sera à terre. Et puis quand on est à terre, on sait que 2 jours plus tard, on sera sur le bateau. Donc on est toujours content. Toujours content d'embarquer, toujours content de retrouver ses amis, toujours content de les quitter. Et jamais le temps n'est assez long dans un état pour qu'on laisse la possibilité au temps d'œuvrer à procéder à l'épouvantable poison de la lassitude. Alors on pourrait appeler ça le mode opératoire amphibie, consistant à changer de milieu. Et ça marche. D'ailleurs, avez-vous déjà vu des grenouilles dépressives? Non. Il n'y a pas de salamandre suicidaire. Les crapauds ne se précipitent pas par la fenêtre. Jamais. Le tétard est heureux. C'est ce qui prouve... Vous voyez, j'oppose des arguments scientifiques et très sérieux à notre petite... au développement de notre sujet. Voilà. Maintenant, attention, je n'applique pas le mode opératoire de l'aventurier à l'existence. Et je ne prétends pas que ce qui marche quand on essaye de mener une exploration ou une navigation dans les mers celtiques sur le mode amphibie soit un mode opératoire satisfaisant pour l'existence. Pas du tout. L'aventurier, dans le cadre de son aventure, éprouve un bonheur à changer de milieu. Là, on n'est que page 34. J'aimerais revenir sur ce côté réfractaire au changement, parce que quand vous l'écrivez, cette détestation que vous avez pour le changement, vous écrivez encore mieux que d'habitude. Vous dites, car le changement est la plaie, l'angoisse, le malheur de l'homme. Oh, que revienne le temps des menhirs,
que cesse l'épilepsie du monde. C'est ce que vous écrivez avec les faits. Que cesse l'épilepsie du monde. Oui, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en fait un portrait en creux. De toute façon, tout écrivain fait semblant de parler d'autre chose que de lui-même et parle en décrivant l'état du monde ou les rencontres qu'il fait ou ce qu'il s'imagine, parle au fond de lui. Et moi, quand je lance cette forme de supplique, en demandant que cesse cette course effrénée vers le changement, je parle en réalité de mon propre abcès. Et quand je parle de l'épilepsie du monde, c'est-à-dire cette course perpétuelle vers l'incertain, qui est très angoissante, que certains érigent en vertu, mais que d'autres, et chez qui d'autres comprennent que c'est là la source de tous les malheurs de l'homme, je parle en réalité de moi-même. Moi-même qui cours en permanence dans ce que j'appelais tout à l'heure la roue de plastique du hamster, moi-même qui demande toujours au défilement des kilomètres de m'apporter à nouveau du nutriment pour mon inspiration, moi-même j'aspire au repos. C'est peut-être ça que je cherche. Je le trouverai d'ailleurs à la fin de mon livre, peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler, parce qu'en vérité, il m'a fallu 52 ans pour comprendre une évidence. C'est qu'il y a quand même un terrain à un moment de l'apaisement général. J'étais bien idiot de ne pas m'en être rendu compte avant, mais je m'en suis rendu compte au bout d'un moment. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que quand je fais cette espèce de charge contre le changement, il est évident que ce n'est pas uniquement une prise de position dans le champ des sciences morales et politiques, c'est également une sorte de contrition et de procès que je m'adresse à moi-même et de réquisitoire que je me retourne en disant que j'aimerais un jour ne plus être obligé toujours de remettre sur le tapis de mon existence la nécessité et l'obligation de partir, toujours recommencer. Again to the sea, comme disait Lord Byron, ou bien quitte ta femme, quitte ton ami, quitte ton amant, quitte ton amante, quand on aime, il faut partir, comme disait Blaise Cendrars, ou bien comme disait Gide, première règle de l'existence, ne pas s'attarder, ou bien comme disait Montaigne, il faut toujours vivre botté et prêt à partir, ou bien comme disait le Christ à Saint Matthieu, dans Saint Matthieu, viens et suis-moi. Toutes ces phrases, elles sont exaltantes, elles sont merveilleuses, elles respirent comme une espèce de clameur de jeunesse. On a l'impression que c'est la fanfare de la troupe qui se met en marche dans le petit matin. Mais quelle fatigue, au bout d'un moment, quelle fatigue. Tous ces poètes, tous ces agités du bocal qui ne pensent qu'à partir, qu'à lever l'ancre, qu'à larguer des amarres, qu'à chanter la jeunesse du soleil dans le clair matin de la troupe en marche, cliquetante. C'est merveilleux parce que c'est exaltant, ça fait bouillir le sang, mais au bout d'un moment, quelle fatigue, et puis on se retrouve comme Knulp à la fin de sa vie, adossé à son arbre en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai couru le monde, mais il fait froid ce soir au seuil de ma vie ». Voilà, c'est terrible parce que c'était une vraie tragédie. Alors oui, moi, il y a un moment, je dis que cesse l'épilepsie du monde parce que ce que je n'aime pas, alors ça je peux le dire, et puis finalement là, on va faire de la science morale et politique. Ce que je n'aime pas, c'est quand on érige l'innovation comme un dogme et quand on prétend que parce que ça change, c'est bon. Alors ça, je trouve que c'est un peu court comme pensée. Quand on fait une espèce de corrélation causale entre le changement des choses et leur valeur, je trouve que c'est un peu une entourloupe. C'est une entourloupe de faire croire aux sociétés que l'on gouverne quand on en est le dirigeant, que parce qu'on propose quelque chose de nouveau, sans même avoir exposé vers l'endroit vers lequel on va, que ce quelque chose est satisfaisant. Il me semble qu'il y a là quelque chose à explorer en termes d'imposture et de propagande. Mais dans le champ personnel, je crois bien entendu que vient un moment où il faut calmer la fièvre et la trépidation intérieure qui finit par vous mener à un tournoiement de derviches dans le vide. C'était intéressant, toutes ces phrases qui effectivement nous font fantasmer. Hein. Pars, suis-moi. Évidemment qu'on veut y aller. Et la vérité, c'est que le chemin que vous allez faire à la recherche des faits, vous auriez dû lire Steinbeck avant peut-être. Steinbeck qui écrit « L'important, c'est être avec un autre, c'est avoir quelqu'un à qui parler ».
est-ce que finalement tout ce chemin des faits, il arrive là, à l'important, c'est être avec un autre? Mais bien sûr, enfin finalement c'est aussi la grande, étonnamment, c'est peut-être la grande réponse qui a été donnée à l'homme, la plus évidente. Et donc, comme c'est la plus évidente, par définition, c'est celle qu'on ne voit pas. Puisque c'est ça ce qui est amusant dans l'humanité, c'est qu'en fait les réponses sont très simples, mais ça fait des millions d'années que l'humanité ne les voit pas. Et alors, et l'individu encore moins. Et la réponse, c'est évidemment la vie avec l'autre. Si on veut être et durer, c'est une belle devise, hein. C'est la devise des troupes de marine. C'était la devise du maréchal de Lattre de Tassigny. Être et durer. Alors si on veut être et durer, il ne faut pas larguer les amarres en permanence. Parce que si à un moment vous écoutez Sandrars toute la journée, quand tu aimes, il faut partir, vient un moment où vous finissez tout à fait seul et malheureux. Alors, bien sûr qu'il y a un correctif, un antidote, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la course perpétuelle et au mouvement héraclitéen de l'eau qui tourne dans un moulin et qui finit par tourner à vide. Et ce mouvement, c'est le mouvement vers la présence. C'est ça que je découvre à la fin de mon livre, après avoir lu à bord de mon bateau, de manière compulsive, les romans du XIIe siècle qui ont attrait à la quête du Graal. Je comprends que on n'aura pas la réponse en errant, comme un chevalier de la forêt de Brocéliande, comme Lancelot, comme Gauvin ou comme Yvain, dans les forêts magiques de la Bretagne de Chrétien de Troyes. On n'aura pas la réponse en errant et en cherchant un Graal qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît absolument pas la définition. Et que la seule manière à un moment de se reposer de la course perpétuelle, c'est de trouver une présence. Alors là, je prends beaucoup d'élan pour dire le mot. Oui. Je vous tardais à le dire. Bien sûr, mais parce que je faisais un effet. Et le mot, c'est évidemment l'amour. C'est-à-dire qu'après avoir beaucoup tournicoté dans sa petite cage, le hamster, tout à coup, s'aperçoit qu'il a été bien stupide. Et que ce que disait Steinbeck, je ne connaissais pas la phrase que vous m'avez citée, mais qu'il fallait, à un moment, que le bonheur consistait à avoir quelqu'un à qui parler. Eh bien, c'est l'amour, bien entendu. Et le voyage avec les fées, mon voyage avec les fées, se termine après cette navigation consistant à essayer de trouver la définition de l'apparition de la fée dans le pétillement des formes du paysage. Je me rends compte soudain que c'est une personne. C'est la fée vers laquelle je vais et qui s'écrit au singulier et non plus au pluriel et qui est une présence véritablement incarnée et qui est là, qui d'ailleurs est là, au sens propre du terme, dans le Palais des Congrès de Liège. Alors, tout à coup, elle est là, et c'est peut-être elle le Graal, et c'est peut-être ce que ne dit pas Chrétien de Troyes dans son roman, c'est-à-dire que le Graal est en fait non seulement la quête qui a mené vers ce qu'on poursuivait, mais également la présence vers laquelle on est allé. C'est important aujourd'hui de rappeler que peut-être que la chose la plus importante du monde, c'est les autres. C'est cet autre avec lequel je vais pouvoir parler, et puis on va peut-être pouvoir s'aimer, se frotter, etc. Mais c'est autre chose encore. On voit aujourd'hui quand même que c'est un gros problème, hein. On a du mal à vivre les uns avec les autres. Vous l'avez probablement remarqué, Sylvain Tesson. Oui, mais aujourd'hui, vous trouvez seulement aujourd'hui ? Vous trouvez que c'est une difficulté récente ? Nouvelle. Est-ce qu'elle ne serait pas plus dite, exprimée aujourd'hui, non ? Enfin, moi, je ne le crois pas du tout. Enfin, j'étais pas là au Magdalénien supérieur et à la fin du Paléolithique, mais je crois que le vivre ensemble à l'époque du Solutréen n'était pas beaucoup plus au point qu'aujourd'hui. Enfin, mais ça, c'est parce que, encore une fois, ce qui nous sépare, je pense, c'est que moi, je crois que nous n'avons pas varié d'un pouce depuis l'époque des mammouths,
alors que vous croyez, je pense, à la perfectibilité de l'homme, et vous, en tout cas, vous l'espérez. Vous croyez que l'homme s'achemine dans une espèce de mouvement linéaire vers une espèce de progression et de perfectibilité. Moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas non plus forcément qu'il y ait un déclin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une trajectoire, qu'elle soit progressive ou déclinante. Mais je pense plutôt, malheureusement, hélas, au maintien des conditions initiales. C'est émouvant hein, de voir un homme de 50 ans avoir du mal à dire ce mot amour, pas parce qu'il va faire une formule, parce que c'est difficile comme mot à employer, parce qu'il est galvaudé évidemment, mais parce qu'il est difficile à employer. Et c'est vrai que ce mouvement obsessionnel du départ va arriver vers une découverte qui est celle de la présence. Et je remonte quelques années en arrière, 2019, c'était il y a 5 ans, La Panthère des Neiges. En fait, vous écrivez la même chose avec d'autres mots et c'est étonnant que vous ne l'ayez pas déjà compris à l'époque. Vous écrivez, Sylvain, je suis un sale gosse, c'est terrible. Vous écrivez « Vénérer ce qui se tient devant nous, ne rien attendre, se souvenir beaucoup, se garder des espérances, jouir de ce qui s'offre, chercher les symboles et croire la poésie plus solide que la foi, se contenter du monde, lutter pour qu'il demeure. » Finalement, tout est déjà là. La réponse est déjà là. Oui, alors évidemment, je faisais référence dans ce passage que vous avez lu, qui est, je crois, la fin de mon livre de La Panthère des Neiges, à la dimension naturaliste des choses, c'est-à-dire que je parlais de l'environnement du haut plateau tibétain à 4000 mètres d'altitude. C'était une proposition d'écologie que de vénérer ce qui se tient là. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'on peut tout à fait appliquer les recommandations, les imprécations et les objurgations de l'écologie environnementale à l'écologie de l'âme, à l'écologie du cœur et donc à l'écologie de l'être. C'est-à-dire que si on veut habiter le monde, il faut évidemment prendre soin de l'extraordinaire équilibre cosmique de la nature, mais aussi à l'équilibre des semblables qui nous entourent. Vous avez tout à fait raison. C'est évident qu'il y a une similitude absolue, bien sûr. Mais c'est vrai, j'aurais peut-être dû finalement faire cet exercice d'application de ce que je recommandais pour mon environnement naturel à mon environnement personnel. Absolument, vous avez raison et j'aurais dû vous rencontrer avant. Ce sera 50 €. On parle d'amour, il y a quelque chose qui me paraît important aussi dans vos livres, c'est l'amitié. Vous ne voyagez pas seul, vous voyagez à plusieurs. Vous donnez la parole aux gens avec qui vous voyagez dans vos livres, vous les citez fréquemment. En quoi l'amitié est un pur moteur de voyage? Mais pour une raison très simple, et que d'ailleurs j'ai beaucoup découvert dans ce voyage des fées, puisque dans ce voyage de la fée, je rencontre la fée, donc je découvre l'amour à la fin du voyage. Je comprends que la quête du Graal n'est pas seulement un mouvement, n'est pas seulement une quête, n'est pas seulement une progression vers ce qui n'existe pas ou vers ce qu'on s'imagine exister, mais que c'est la présence, que c'est le mouvement vers la présence. Donc je découvre l'amour en la personne d'une fée, qui d'ailleurs n'est pas sans rapport à la Belgique puisqu'elle en vient. C'est une Belge. Une fée belge, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. C'est une vraie fée belge. Et alors, par ailleurs, je vis l'amitié puisque je suis flanqué de mes camarades de bateau, Arnaud Humann et Benoît Le Terron, et puis mon ami le guide de haute montagne, Daniel Dulac. Donc tout à coup, je découvre en même temps, concomitamment, les deux relations humaines. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon de 52 ans
qui dit des banalités pareilles et qui a mis tant de temps pour se rendre compte des choses. Enfin bon, on fait ce qu'on peut, et moi j'étais tellement pas là quand j'étais avec mes chevaux dans le désert de Gobi en Mongolie que je me suis pas aperçu de ces évidences. Eh bien, vous me posez la question de la spécificité, la valeur spécifique de la relation amicale, notamment au cours de ces voyages. Eh bien, je m'en suis rendu compte puisque je vivais concomitamment l'amour et l'amitié. Et la différence, c'est que l'amitié, on a tout à coup l'autorisation absolue d'être soi-même, c'est-à-dire pas très reluisant. C'est uniquement ça, en fait, que vous permet l'amitié. Et c'est pour ça que l'homme a tellement besoin d'amis. Parce que l'amitié a peut-être une force d'acceptation de votre médiocrité, peut-être un tout petit peu plus importante. Et en tout cas, que vous jugez plus importante. Vous vous donnez un peu plus la possibilité de n'être que vous-même quand vous êtes avec des amis. Peut-être que c'est une... En tout cas, je vous propose un début de réponse. Alors après, il y a autre chose. C'est que c'est vrai que l'amitié, c'est un discours aussi. Il y a une théorie de l'amitié. Quand on est avec des amis, on propose quelque chose. C'est l'écriture. Il y a un roman dans l'amitié, enfin il y a un récit en tout cas. Moi j'aime beaucoup l'idée de la bande à part, évidemment. C'est-à-dire de l'escouade, de la petite confrérie, de camarades, de personnes qui se retrouvent pour des raisons liées à un esprit commun, à des goûts à peu près similaires, et puis à une volonté de faire des choses ensemble, de réaliser des choses ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs que la pratique de l'alpinisme et de la navigation à voile a inventé quelque chose de très beau, c'est qu'il y a un objectif commun, mais avec une nécessité d'être en équipage, en équipe ou en cordée, avec des camarades qui poursuivent un même but. Il y a quelque chose finalement de très égoïste dans cette relation, c'est qu'on a besoin d'être tous ensemble pour arriver à ses fins. Et je dois dire que l'alpinisme a inventé une modalité de relation humaine qui me semble assez parfaite dans le champ anthropologique, c'est-à-dire qu'on est lié à la vie, à la mort avec quelqu'un, avec un camarade, et de manière d'ailleurs assez égoïste. Il ne faut pas croire que c'est humaniste, parce que certes, vous tenez sa vie entre vos mains, mais lui-même tient la vôtre entre les siennes. Donc il y a quand même un principe de réciprocité qui exclut toute générosité inconditionnelle dans la cordée. Mais il y a ce caractère tout à fait vital et crucial du lien qui unit les deux grimpeurs, mais il n'y a pas tellement de frottement intempestif, parce qu'on se tient très éloigné. Il y a une distance, 50 mètres, la longueur de la corde. Et ça, c'est pas mal. C'est le grand génie du principe de cordée, c'est qu'on se tient à la vie, à la mort, mais on ne se frotte pas trop. Alors ça, c'est vraiment l'accomplissement parfait du principe d'amitié. C'était joli, cette histoire d'amis où on peut être évidemment ce qu'on est. En amour, non ? Et non, parce qu'on fait des efforts. C'est d'ailleurs ça, l'amour. Plus vous aimez, plus vous faites des efforts. Bien sûr, et c'est ça le grand principe de la vie, c'est d'essayer de ne pas trop être soi-même. Enfin, c'est ce que je crois, ça peut sembler dire très antinomique avec ce qu'on s'imagine être l'amour. Mais moi, je crois profondément qu'il y a un devoir par amour, d'essayer de ne pas trop être soi-même. Absolument, je le crois profondément, et je crois que c'est important de s'en convaincre. Je reviens un peu sur votre bibliothèque de licornes et de chevaliers, avec laquelle vous allez embarquer Hugo pour la chanson des sources et des bois, Apollinaire, Aragon, Nietzsche, les études sur le Graal, et puis évidemment, parce que vous y alliez, la poésie anglaise pour le thé sous l'averse, Keats, Shelley, Byron, aussi Walter Scott pour les mouillages écossais, etc., etc. Dans toutes les lectures que vous avez eues, ou dans toutes les lectures que vous avez eues durant ce voyage, laquelle fut la plus marquante et pourquoi ?
Vous en avez oublié une, c'est Simenon. Exactement, mais c'était oui. la question d'après. Ouais. Merci. Pardon, excusez-moi. On est à Liège. Excusez-moi. Merci pour le petit effet. Non, excusez-moi, c'est parce que oui que j'ai rompu. Mais vous avez oublié Simenon parce que je me disais qu'il fallait que je prenne un léger contre-pied et que, comme vous le savez, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous pratiquent ce souci de la constitution d'une bibliothèque de voyage au moment où l'on part découvrir un pays. Et comme vous le savez, il faut se garder de ne prendre que la paraphrase littéraire du pays que vous allez découvrir. Parce que à ce moment-là, pourquoi n'emporter que de la poésie anglaise quand on va en Angleterre? C'est une sorte de répétition, de balbutiement par la chose littéraire de ce que vos sens découvrent sur le plan organique. Alors ça a son intérêt parce que vous confirmez tout ce que vous avez éprouvé. Et puis parfois, vous trouvez même formulé de manière parfaite ce que votre esprit tentait confusément de cerner. Alors c'est merveilleux d'emporter une poésie, une littérature qui correspond exactement à l'aventure que vous vivez. Mais c'est agréable aussi parfois de prendre le contre-pied. Et alors Simenon, quand vous êtes sur la côte anglaise, c'est merveilleux parce que j'avais pris quelques romans durs qui étaient des romans qui me reprécipitaient dans les gares, dans l'atmosphère légèrement collante de certains romans de Simenon, et ça m'arrachait aux tempêtes dans les landes de Bruyère. Alors vous me demandez ce que j'ai préféré. Le poème qui m'a le plus habité, c'est le poème de Brocéliande de Louis Aragon, qu'il a écrit en 42, je crois, en faisant une analogie entre la forêt celtique de Brocéliande et le maquis de la résistance française, et en montrant qu'un jour allait revenir le monde des chevaliers, des licornes et des fées, qui est en fait pour lui l'analogie, l'allégorie de la liberté, et toute la forêt de Brocéliande avec son mystère et son danger représente évidemment le maquis en guerre de la résistance française. Et ce poème de Brocéliande est traversé d'alexandrins superbes. Si vous voulez, je vous en dis un seul. Et ma mémoire est un chant sans appoggiature, un manège qui tourne avec ses chevaliers, et le refrain qu'il moue vient du cycle d'Arthur. Il y a comme ça des livraisons d'alexandrins superbement bâtis, avec ce rythme aragonesque de coupure à l'hémistiche, ce rythme tellement beau qui m'emportait, qui ressemble d'ailleurs à une navigation et qui est plein de ce scintillement tout à fait magique des forêts celto-atlantiques. Alors c'est évidemment Brocéliande que j'ai préféré par-dessus tous les poèmes que j'ai lus. Je dois dire que la poésie anglaise est un peu difficile parce que d'abord, moi, je lis pas tellement le patois normand qui a réussi, enfin qui s'appelle l'anglais. Donc je suis obligé de le lire dans sa retraduction, parce que c'est une retraduction française, quoi. Et alors, par moments, c'est quand même très anglais, c'est très britannique, quoi. Il y a beaucoup de fleurs séchées, de vases en porcelaine, de choses comme ça, de jeunes filles à la peau très pâle. Toujours un petit côté sanatorium de tuberculose. Alors, par moments, c'est un peu agaçant. Si vous voulez, on est là dans la... Comment est-ce que les poètes anglais ont réussi à faire, par un principe alchimique très étrange, a réussi à transformer l'iode, le contact permanent avec l'iode qui vous fouette le visage, en thé à la bergamote. Alors ça, je ne comprends pas. Bravo. Je reviens sur le monde d'aujourd'hui, avec les faits. Vous l'appelez le siècle 21. Le chiffre est là, bien derrière, avant le point. C'est une horrible appellation pour ce que vous estimez, j'imagine, être un horrible siècle. Dans ce siècle où le changement est impératif et l'innovation, notre salut, c'est ce que vous écrivez. Ce siècle 21, qu'est-ce qu'il vous inspire, Sylvain ?
Il m'inspire ce que dit l'appellation, c'est-à-dire que c'est un siècle qui s'est soumis totalement au règne du décompte, de la comptabilité, de la statistique et du chiffre, qu'on pourrait qualifier de numérique, d'un état numérique. C'est-à-dire, nous avons décidé, l'avons-nous décidé, je ne sais pas, nous nous sommes habitués, nous nous sommes déterminés, nous nous sommes peut-être soumis à décider que la vie n'avait pas d'autre valeur que compter, comptabiliser, mise en statistique et mise en chiffres, comme on pourrait dire mise en coupe. Alors moi, c'est cela que je déplore, parce que moi, le chiffre ne me dit rien, il ne m'intéresse pas, je ne vois pas la valeur des choses lorsqu'elle est chiffrée. Je ne comprends pas mieux une situation quand on me l'a expliquée sous forme de proportion ou de valeur comptable. Je la comprends quand on me l'a expliquée sous forme de valeur poétique ou bien historique. Mais la comptabilité, le chiffre ne m'intéresse pas. L'arrogance du chiffre, la persuasion que le chiffre contient l'explication des choses davantage que leur perception parfois organique. Alors voilà pourquoi je me permets d'appeler le 21e siècle le siècle 21. Enfin, ça ne lui fait pas beaucoup de mal, parce que de toute façon, la grande entreprise a déjà gagné largement la bataille. Et celui qui s'oppose à ce règne de la quantité fait partie de ces pauvres opposants qui, de tous les siècles, sont opposés à l'esprit du temps et puis ont été balayés. Moi, j'ai tout à fait conscience d'être un bigorneau devant la vague. Mais il y a un moment, le bigorneau aussi a sa fierté. Il est emporté, il va être écrasé, il va être pris par la marée, mais il pousse son cri. Ça fait de mal à personne, il se contente, sa spirale est une forme d'accès à son nombril, et puis il essaye de faire sa part de bigorneau, et puis il sera emporté. C'est joli, c'est quoi? Au moins j'aurais gueulé? Oui, c'est pas au moins j'aurais rigolé, parce que, à vrai dire, je me fiche, moi, de savoir je ne compte pas le nombre d'oreilles qui entendront ma supplique. C'est plutôt, au moins, j'aurais été fidèle à mon sentiment intérieur. Vous savez, moi, j'avais un père qui était journaliste, qui avait fondé des journaux assez politiques, qui est un homme de théâtre aussi. Et je me souviens d'une expression qu'il me disait souvent, parce qu'il adorait aller à la radio-diffusion pour faire des débats politiques qui souvent ne menaient strictement à rien, qui étaient parfois totalement aberrants, que vous connaissez, avec des imprécateurs, des journalistes qui montaient sur leurs grands chevaux, qui se vouaient à toute l'hégémonie, qui montraient dans leur expression les pires extrémités de la détestation, et puis qui après allaient boire un coup ensemble au bistrot du coin une fois l'émission terminée. Et alors, quand on était enfant, on ne comprenait pas, mes sœurs et moi, pourquoi il allait se commettre dans ces espèces d'arènes absolument insensées où rien n'avait de sens, rien n'avait de valeur. Tout ça a été emporté par l'écume médiatique du temps qui passe immédiatement. Et il me disait, mais c'est une hygiène. Et il me disait, toi tu fais du jogging tous les jours, moi c'est mon jogging. Eh bien je comprends ça très bien, qu'à un moment on dit les choses. Ça s'appelle la spontanéité, ça s'appelle le besoin d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Et c'est merveilleux, et c'est ça qui permet de ne pas être amertumé, de ne pas être plein de rancune, de ne pas clapoter dans la mauvaise huile de moteur qui macère au fond de sa cale intérieure. On expulse, on dit les choses. Alors évidemment, parfois, c'est des provocations, mais alors dans ce cas-là, l'autre répond. Et puis si jamais le verbe est bien aiguisé, mais ça finit par faire un très beau débat, une sorte d'affrontement. Et le dragon sort de vous-même. Et c'est cela, moi, que j'ai compris quand mon père me parlait de l'hygiène. Alors c'est pour ça que le bigorneau crie sur la plage, parce que ça fait partie de son hygiène. Il expulse. Et c'est malheureux les époques où, précisément,
une sorte d'encerclement général empêche l'expulsion de la spontanéité, parce qu'à ce moment-là, tout le monde, ayant peur d'offenser l'autre, retient ce qu'il a sur les lèvres, le ravale, et quand on ravale trop, ça fait des rumens. À ce moment-là, ça fait des problèmes gastriques. Et quand la société est atteinte de problèmes gastriques, eh bien, ça fait des ulcères. Et l'ulcère, en termes de sciences morales et politiques, c'est jamais bon. Je suis pour aussi. Il faut parler, expulser, gueuler. D'un autre côté, j'aime bien quand c'est moi qui le fais, je me sens affecté par les hurlements de toutes parts. Quand je regarde la télévision, ça a moins lieu en Belgique encore qu'en France, mais ça viendra malheureusement. J'entends tout le monde hurler, j'entends tout, n'importe quoi. Et j'ai quand même l'impression que, dans le fond, ça m'affecte pas positivement. Est-ce que véritablement, derrière la pause et dire il faut expulser, vous pensez que c'est véritablement une bonne chose? Non mais attendez, je distingue. Je distingue la clameur, le hurlement, ce que vous avez. D'ailleurs, je n'ai pas utilisé le mot de hurlement. L'aboiement, le ululement et le cri de la hyène, je le distingue de l'expulsion spontanée de ce qu'on a sur le cœur. Je veux dire, on peut tout à fait être dans l'expression de sa sincérité sans être dans la blessure infligée à l'autre. C'est cela, moi, évidemment, que j'appelais l'expulsion. Et quand mon père parlait de l'hygiène, qui lui a permis d'ailleurs d'atteindre l'âge de 95 ans en conservant sa curiosité profonde pour le monde, son envie de faire connaître au public du petit théâtre qu'il dirigeait des très beaux textes, ce qui lui a permis de ne pas être atteint par l'amertume que parfois des grands vieillards comme ça finissent par connaître. Pas toujours, mais ce qui lui a permis, c'est cette hygiène de la spontanéité de son expression. Et je trouvais ça merveilleux, mais évidemment que je la distingue du hurlement du chacal le soir dans la savane. Un jour, je regardais la télévision, c'était la Grande Librairie, et vous étiez interviewé, Sylvain Tesson, et vous avez cité une phrase qui m'a bouleversé. C'est une phrase qui a été reproduite par Hérodote et qui parle des Perses. Aujourd'hui, on parlait des Celtes, mais là, qui parlait des Perses. Et vous expliquez qu'Hérodote a expliqué que les Perses, sur les jeunes de moins de 20 ans, avaient un triple programme qui était très clair. Et aux enfants de moins de 20 ans, ils ne les prenaient pas en otage à 3 ans pour aller à l'école obligatoire, etc. C'était pas ça. Chez les Perses, avant 20 ans, ils avaient 3 objectifs, et ces objectifs sont formidables. C'est monter à cheval, tirer à l'arc, dire la vérité. Et je vous ai entendu dire cette phrase, évidemment, tout de suite, j'ai été sur Internet, et elle m'obsède depuis. C'est très très beau, ce programme de vie. Monter à cheval, tirer à l'arc, dire la vérité. Évidemment, ce qui fait la différence, c'est cette ultime phrase. J'aimerais comprendre pourquoi cette phrase vous interpelle. Et dans un deuxième temps, comme ça vous avez un petit peu le temps de réfléchir, si vous deviez vous imposer un modèle de vie en 3 minuscules phrases comme celle-là, d'ailleurs il n'y en a qu'une, monter à cheval, tirer à l'arc, dire la vérité, ce seraient lesquelles? D'abord peut-être sur celle-là. Tout aimer, voir le monde, l'écrire. Parce que moi j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase-là parce que je l'ai aimée quand je l'ai découverte dans Hérodote qui parle des Perses. Et c'est d'ailleurs l'exergue que Madame Blixen, que Karen Blixen place en ouverture de sa ferme africaine. La phrase d'Hérodote qui en perse. Et je trouve que c'est très... Parce que, pourquoi est-ce que je l'ai cité? Parce que, premièrement, je trouvais que l'exercice qui consiste à demander à une devise de guider la barque intérieure est un merveilleux exercice. On devrait tous avoir nos devises.
Et puis moi, j'ai eu des parents qui pratiquaient la devise. Ma mère en avait une que j'ai trouvée superbe, alors pour le coup, qui est une devise de sciences morales et politiques très peu appliquée, en France en tout cas. La devise de ma mère, qui était médecin, c'était « Il ne tient qu'à toi ». Une très belle devise. Pour la conduite des sociétés comme pour la conduite personnelle. Et la devise de mon père était un peu plus, finalement, ressortissait davantage à la scène théâtrale et puis à son caractère très ogresque. C'était la devise de Saint-Sébastien. Un peu trop, c'est juste assez pour moi. Alors ça, c'est une devise de dévorateur de l'existence. Et de liégeois. Peut-être. Oui, j'ai l'impression que le passage à Liège, effectivement, appartient un peu au cauchemar diététique quand on est un Français qui essaye de faire d'immenses efforts pendant l'année, et puis tout d'un coup, on vient à Liège, et à ce moment-là, on s'aperçoit que c'était un peu trop pour soi, peut-être. Et alors, quand j'ai vu la devise des Perses reprise par Hérodote et réexhumée par Madame Blixen, je l'ai trouvée magnifiquement composée parce que, comme vous l'avez dit, il y a les deux premiers termes qui sont vraiment de l'ordre de l'exultation physique, puis qui sont conclus par cette espèce d'invocation quasi métaphysique de dire la vérité. Alors, moi, j'essaierai de me dire voir le monde, beaucoup aimer, et puis, à la fin, l'écrire. Voilà, ça serait ma manière de dire la vérité. L'écrire, le restituer, et puis ça serait une dévotion rendue au mot, au verbe, à la parole, au logos, après avoir beaucoup absorbé les choses sur le plan sensuel, sur le plan physique. Il y a aussi une devise, mais qui pourrait coiffer, en fait, donner le mode opératoire à mes deux premières acceptions. Voir le monde et tout aimer, ça serait la devise de la petite Sainte Thérèse de Lisieux, et qui faisait ce geste-là. Elle prenait tout et elle disait « je choisis tout ». C'est une magnifique devise. Elle ne tranchait pas, elle prenait, elle acceptait tout. Je trouve ça magnifique dans la vie. J'aime beaucoup, moi, toutes les devises qui ont incité, non pas à la dévoration de l'ogre, mais à l'immense appétit de celui qui aime la vie, qui ne choisit pas. Je choisis tout. Je trouve ça superbe. J'aime pas beaucoup les tristes sires, notamment dans le champ politique, qui font le droit d'inventaire, notamment dans l'histoire, et qui décident que cela sera retenu, que cela sera condamné, que cela sera décidé. Enfin, qui confondent la conduite des sociétés et le tribunal de grande instance, quoi. Alors moi, j'aime mieux quand on dit « je choisis tout », parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amour quand on a très faim. J'aime bien les personnes de grands appétits. Voilà, alors voilà une petite évocation, une petite digression sur le thème de la devise. J'aimerais bien d'ailleurs un jour faire un petit livre, j'en ferai un livre sur les très belles devises. Des institutions, des corps d'armée, les devises de l'histoire, il y en a des très belles. C'était beaucoup utilisé autrefois quand on recourait aux devises latines. Quand on les picorait sur les cadrans solaires par exemple, ou sur le fronton des institutions, la fortune sourit aux audacieux, ce genre de devise, c'est magnifique une devise, parce que c'est un coup de fouet, et c'est une réduction chimique, un précipité au sens chimique du terme, de tout un travail de la conduite psychologique et culturelle qui est résumé et réduite en quelques phrases. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de l'école d'officiers en France, Saint-Cyr. Ils s'instruisent pour vaincre. Je trouve que c'est une très belle devise, l'instruction pour la victoire, qui peut être utilisée évidemment dans le champ social, comme dans le champ politique, comme dans le champ civilisationnel, comme dans le champ individuel. S'instruire pour vaincre. Puis il y en a qui sont amusantes. Par exemple, la devise des troupes de sapeurs du génie de la Légion, c'est servir toujours, construire souvent, détruire parfois. Boum, le train. Alors, il y a une espèce d'euphémisme dans cette espèce de trilogie de la devise. Mais vous avez raison, je tiens
celle des Perses pour l'une des plus belles, tirer à l'arc, monter à cheval, dire la vérité. Elle est superbe parce qu'il semble y avoir une antinomie entre les termes qui semblent être aux antipodes de l'exercice de tout le spectre des actes humains. Et finalement, cette devise brosse tout. Elle englobe tout. Elle fait penser un peu à l'épitaphe que Stendhal avait fait inscrire sur sa tombe. Il a vécu, il a aimé, il a écrit. On va terminer hein, sur l'écriture. Peut-être chacun ce soir sur l'oreiller peut se dire « Et moi hein, c'est quoi mes 3 petites phrases à moi ?» Et je rêve d'une école où pendant les 6 premières années, on apprendrait à lire, écrire, compter. Ça va, 6 ans. Et les 6 suivantes, on chercherait nos 3 petites phrases. Ce serait assez joli. L'écriture, vous terminez sur ce verbe, hein, écrire. Et dans votre devise, il y a ça, hein, voir le monde, aimer le plus possible et l'écrire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce moment-là, celui de l'écriture, de ce besoin-là, de ce plaisir-là, de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ça met en route chez vous, le fait d'écrire, et d'où vient probablement ce besoin, parce que vous continuez à le faire de livre en livre? Bien, à vrai dire, l'écriture, c'est d'ailleurs logique que vous vouliez conclure par cette thématique de l'écriture, c'est que finalement c'est le grand rassemblement de tout ce désordre peut-être apparent de la vie d'un voyageur, peut-être de la mienne, cette espèce de diffraction, cette tentation de tout vouloir vivre qui crée parfois une existence, alors certes extrêmement chatoyante, mais passablement désordonnée, et l'écriture est le rassemblement. L'écriture, c'est le chien de berger. Le troupeau s'est éparpillé dans l'alpage de l'existence et tout à coup, toutes les expériences, les souvenirs reviennent et la vérité de l'homme se trouve contenue physiquement. D'ailleurs, c'est très beau dans la minuscule surface d'un petit calepin rempli de notes. C'est l'unité, c'est la vérité de l'écrivain. Elle n'est que là. Elle n'est strictement que là, la vérité d'un écrivain. Elle ne se trouve pas dans un article de journal ou dans un entretien de télévision. Elle se trouve dans les mots qu'il a essayé désespérément, le plus minutieusement possible, éperdument, de tracer sur la page de son cahier. Alors c'est ça, l'écriture, c'est à la fois le véritable reflet de soi-même, et puis l'unité, la seule unité comme une patrie en fait. Ma patrie, c'est ma langue, mais ma patrie, c'est aussi mon calepin. C'est la seule chose que je possède et que j'emporterai s'il y a le feu chez moi. Parce que c'est non pas le sous-texte de ma vie, mais c'est l'autre niveau, comme dans un étagement, comme dans un édifice. C'est l'autre niveau de mon existence. L'un des niveaux de mon existence, c'est le niveau réel, vécu sur le plan organique, tangible. Et puis l'autre niveau, c'est mon souvenir. Et puis le troisième, c'est la restitution de mon souvenir sous la forme de petits calepins écrits. Donc c'est le grand moment de ma vie, et c'est pour ça que c'est le troisième terme de ma devise, dont les 2 premiers appartiennent à l'exercice de la moisson des expériences. Courir le monde, tout aimer, l'écrire. C'est une jolie fin, je trouve. Merci Sylvain Tesson pour cette Merci à vous. Vous pouvez vous lever, hein.